public concerné par nos services ne savait pas ce que c'est que la digitalisation. Consultante, formatrice en parallèle aussi. Et je serai la modératrice de ce panel aujourd'hui. Donc je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ça sera bénéfique pour tout le monde. Alors juste pour expliquer, les premières 45 minutes, on va traiter la thématique d'aujourd'hui qui est les services publics moteurs de la digitalisation. Et en deuxième partie, deuxième phase, on va ouvrir les questions-réponses avec vous, notre cher public. Donc vous serez aptes à poser vos questions à nos experts ici présents. D'ailleurs, je vais passer la parole à mes invités pour qu'ils se présentent un par un, pour que vous découvriez qui sont ces experts qui vont partager leur expertise, leur expérience par rapport à la digitalisation dans le secteur public. Monsieur Charifi Mohamed, en premier. Bonjour. Sbakher alaikum. Bon, ça me fait plaisir d'être ici, d'être présent sur le panel à service public. Donc c'est M. Charifi, de formation conseiller en communication. J'étais sous-directeur des systèmes informatiques d'un ministère, puis directeur des systèmes d'information et l'archivage et de la communication dans un ministère. Donc les services publics, on va dire qu'on est un petit peu le moteur au niveau du ministère là où je suis, en collaboration avec d'autres secteurs où, Inch'Allah, on va partager quelques expériences. Merci. Salam alaikum. C'est M. Hossein Berri. Je suis chef de projet système d'information au niveau de l'Agence nationale de l'emploi. Je suis honoré de participer à ce panel pour partager avec vous l'expérience de l'ANEM dans la digitalisation de ces process, que j'espère être bénéfique pour tout le monde. Salam alaikum, bienvenue à tous. Je m'appelle Mohamed Moussavi, je travaille pour Algerian Startup Fund. Je m'occupe entre autres de notre projet de digitalisation actuellement. Je suis diplômé de l'école supérieure d'informatique et j'ai fait un petit passage par l'un des Big Four. Donc j'espère que je pourrai partager avec vous aujourd'hui quelques informations et connaissances que j'ai, que je n'ose pas encore appeler expertise, et j'espère qu'elles vous seront bénéfiques. Merci. Excellent. C'est bon, ça marche. Alors je vais poser une question pour nos trois invités, histoire d'avoir une idée sur l'évolution de la digitalisation dans le secteur public, avoir un état des lieux actuellement. Donc, quelles sont les principales initiatives de transformation digitale que votre organisation publique a entrepris dans le passé ou actuellement, et qui sont justement, quels sont leurs services qui sont à la disposition du public, du citoyen algérien ou des entreprises algériennes? Pour commencer, il faut d'abord définir ou on va dire encadrer un peu le concept de digitalisation. Parce que digitaliser, c'est pas en quelque sorte acquérir ou créer des applications informatiques, c'est tout un process. Un process qui commence par d'abord l'organisation, les process, la ressource humaine. Ensuite viendra le matériel et les applications. Donc si je reviens à l'expérience de l'ANEM, l'ANEM, en quelque sorte, s'est lancé dans ce process, ou en quelque sorte a basé sa réhabilitation depuis quelques années, en quelque sorte,
sur la digitalisation et a commencé par créer une plateforme, réhabiliter en quelque sorte aussi son personnel, requalification du personnel. Et le plus important, c'est adapter ces procédures par rapport à un process digital. Donc, dans le temps, petit à petit, on a créé des applications sur cette plateforme qui permet justement de prendre des procédures les plus importantes à digitaliser d'une manière qui va permettre en quelque sorte de se décharger petit à petit des procédures bureaucrates et des procédures qui nous prennent beaucoup de temps et qui ont été vraiment un handicap pour le développement de notre institution. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, donc la digitalisation, c'est tout un process qui va impliquer et l'organisation et la qualification et qui nécessite aussi des moyens importants à développer. Dans ce sens, on peut aussi parler, après, je peux développer sur comment on a commencé jusqu'à ce qu'on a pu arriver à avoir maintenant pas mal de services qui sont destinés et pour le public et aussi pour nos partenaires ou pour nos clients qui sont les employeurs ou d'autres partenaires institutionnels aussi. Monsieur Moussaoui. Alors oui, bien sûr. Comme je vous disais, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est digitalisation au niveau de Algerian Startup Fund. Et nous, la route qu'on a décidé de prendre, elle est un petit peu différente de peut-être les autres histoires qu'on va écouter aujourd'hui, parce que c'est des institutions qui sont en place depuis un certain moment. Nous allons bientôt fêter notre 3e anniversaire. Donc, aujourd'hui, on a une bonne partie de nos process qui sont digitalisés. On est en train de digitaliser le reste. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire une digitalisation partielle au début? C'est parce qu'il faut savoir que notre secteur d'activité, c'est un secteur d'activité qui est relativement dormant en Algérie. Ce qui fait qu'il n'existe pas beaucoup de solutions qui sont adaptées à ce qu'on fait. Et si on spécifie l'activité de capital risque aux startups, nous sommes les seuls à le faire actuellement en Algérie. Ce qui fait que nos process, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en train de changer. Ils changent encore aujourd'hui. Ils changent parce que il faut avoir une démarche de critique constructive. Il faut toujours revoir ce qu'on est en train de faire et voir si on est sur la bonne route ou non. Mais aujourd'hui, et une fois qu'on a estimé que nous avons assez stabilisé nos process pour pouvoir avoir des solutions informatiques dédiées, pour avoir un système d'information qui est spécifique à notre fonds d'investissement, nous sommes en train d'engager la chose et je pense que d'ici 2024, Inch'Allah, nous aurons digitalisé l'entièreté de nos processus via une solution unique de ce qu'on appelle notre système de gestion de portefeuille. Donc, il est partiellement prêt. Et ce qu'on a fait pendant ces 2 années, ce n'est pas qu'on travaille exclusivement avec le papier, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on utilisait un patchwork de solutions qui sont déjà existantes, qui sont disponibles gratuitement ou en freemium, ou parfois c'est de l'open source. Donc on a utilisé certaines de ces applications à différents niveaux de nos processus. Par exemple, on utilise Notion, qui est un outil super puissant, qui peut même parfois s'apparenter à un ERP s'il est correctement configuré. Et c'est un exemple de ce qu'on fait. On le fait bien évidemment en respectant tout ce qui est loi sur les données personnelles, etc. Merci. Donc, pour ma part, je dirais que la digitalisation, il faudra comprendre. On va définir quelques concepts. C'est que... Il ne marche pas? Oui, voilà. Donc je dirais qu'il faudrait faire la part des choses entre numérisation et digitalisation. Quand on fait, on a procédé par
l'étude de cas, ou étudier et diagnostiquer ce qui est sur le terrain. Et on a trouvé que les fonctionnaires ou le public concerné par nos services ne savait pas ce que c'est que la digitalisation. Thomas qui trouve la numérisation, c'est scanner une feuille, ok, c'est numérisé, stocké avec un système GED ou archivé ou la drive Tacom, etc. Mais est-ce que c'est de la digitalisation? Non, désolé. On ne peut pas. Avec le document scanné, est-ce qu'on peut soutirer des informations dessus en le scannant facilement, sans OCR, sans truc, etc. Donc, quand on a fait l'étude TANAL, on a vu réellement, même l'utilisation d'un simple mail, même chez les étudiants, il n'est pas utilisé. Quand on prend une fac ou des étudiants qui s'échangent les cours sur Messenger ou là sur WhatsApp, etc., moi je trouve que quelque part, ils deviennent consommateurs plus que producteurs par le temps. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, on a tracé un schéma directeur et devinez par quoi on a abouti. On a abouti qu'il faudra premièrement se batailler, combattre la résistance du changement, procéder à une transformation numérique douce. Parce que celui qui ne demande pas à changer, on ne pourra pas le changer. Celui qui ne crie pas au secours, on ne pourra pas l'aider. Donc, Bdina par une procédure de transformation, de conduite de changement, et combattre la résistance qui est toujours féroce vis-à-vis des DSI, vis-à-vis de ceux qui veulent passer à la digitalisation. Puis, on a commencé par les simples applications, c'est l'obligation d'utiliser le mail professionnel, l'obligation d'utiliser les plateformes. Après, le schéma directeur a défini les différentes plateformes qui devraient être créées. Donc, et à chaque création, à chaque aboutissement de plateforme, il y a toujours formation, suivi, combattre le changement, détecter les éléments qui peuvent aider pour l'avancée dans le numérique et détecter les éléments qui freinent cette avancée. Et il faut dire que l'État a donné beaucoup d'importance à la numérisation et elle est vraiment pour une digitalisation complète de tous les secteurs publics. Inch'Allah, on va y arriver par le temps. Ça, c'est pour juste dire la méthode qu'on a établie. Merci. Excellent. En fait, de ce que j'ai retenu, c'est que chacune des organisations travaille sur la digitalisation interne de son organisme, de ses process internes, donc des process de gestion. Et la question que je me pose, c'est quels sont les services de ces secteurs publics, de ces organismes envers les clients, leurs clients, citoyens algériens, utilisateurs. Quels sont ces services-là que vous proposez justement à ces personnes-là? Donc la digitalisation, on va dire, la décomposer en deux parties. Digitalisation interne déjà de l'organisme, mais aussi des services et produits que cet organisme propose. On est dans le secteur public, mais les produits et services que produit cet organisme pour ses citoyens. Parce qu'en fait, on voit très bien que chaque organisation fait des efforts, et cela depuis un bon moment, mais on n'arrive pas à voir ce résultat-là. Donc il y a peut-être des solutions, des services, des produits qui sont à la disposition du public, du grand public, mais justement, on n'entend pas parler de ces produits, on ne sait pas qu'ils existent et qu'on a justement droit à ces services-là et produits. Donc, je commencerai par les process support. Et le process support ou le métier. Donc là, toutes les organisations, tous les organismes publics ont des process métiers propres à eux. Et chaque process métier touchera
généralement une partie du public qui est concernée. Si on prend le commerce, les commerçants ou les importateurs, on prend l'ANEM, on va dire ceux qui sont inscrits pour le job, etc. On prend la jeunesse et des sports, c'est les athlètes, etc. Aucun les process support qui sont, en général, c'est des plateformes qui peuvent être utilisées dans toutes les administrations publiques, les RH, logistique, etc. En ce qui me concerne, quand j'étais dans le secteur de la jeunesse et des sports, on avait établi des plateformes destinées au public. La plus importante est Tadhkirati, qui est une plateforme de vente de tickets, qui a fait un buzz, qui a touché actuellement, ça fait plus de 6 mois, les chiffres étaient à presque 7 millions d'utilisateurs et plus de 3 millions de billets générés, etc. Et beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Donc c'était le e-payment, un mix de technologies. On a touché le public, mais n'empêche qu'il y a d'autres applications que le public pourrait utiliser dans ce secteur-là. Et je dirais que les services publics doivent arriver à un point où les startups et les entreprises high-tech, IT, etc., devraient être partie prenante dans ce service public. Inch'Allah, on va y arriver, mais ça, c'est une autre paire avec la création de Al-Muhafadha Samia al-Raqmana, Inch'Allah, qui va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et les services seront visibles. Vous dites qu'il y a beaucoup de services, oui. Chaque ministère, chaque organisme public a plein de plateformes, plein de services, mais tout simplement par manque de communication ou par manque de personnel qualifié pour mener les projets à bon port. En fait, j'ai une question. Monsieur Moussaoui, tout à l'heure, en fait, il a dit « Nous, à notre niveau, on fait ça ». Et chacun d'entre vous a parlé exactement « Nous, à notre niveau, on fait ça ». Donc, la question que je veux poser, est-ce qu'il y a une communication entre les différents secteurs publics, les différents organismes publics déjà? Est-ce que chaque organisme travaille en connaissance de l'état d'avancement de l'autre organisme? Est-ce qu'il y a une stratégie? Oui, on a une stratégie, on veut digitaliser le secteur public, privé, l'Algérie en général, mais est-ce qu'on a une vision commune et est-ce qu'on ne se perd pas à un certain moment à essayer individuellement d'aller vers cette vision au lieu de collaborer, de communiquer et de manière à ce que les systèmes soient interopérables entre eux? Oui. Alors, quand on a dit que c'était à notre niveau, je pense que c'était un petit peu par rapport à la question, parce que vous aviez demandé ce qui a été opéré à notre niveau, donc avant et ce qu'on compte faire. Et alors oui, on communique, on est en train de communiquer, on communique. Par exemple, nous aujourd'hui, on communique quand on doit communiquer, parce que quand on digitalise un existant. Donc, c'est bien de faire la distinction entre l'interne et l'externe, mais très souvent, c'est des choses qui sont liées. Par exemple, nous, quand on digitalise notre process, c'est de fournir du financement, de recueillir des demandes de financement, les étudier, etc. Donc, oui, on est en train d'offrir un service qui est numérisé ou digitalisé aux citoyens et on communique là-dessus. Et aujourd'hui, on a une bonne partie de nos... On a toutes nos... Parce que c'est une question qui revient beaucoup. On nous dit, est-ce que vous avez des bureaux Oral-G? On dit toujours qu'on n'a pas besoin d'avoir des bureaux Oral-G parce que tout se passe en ligne. Mais oui, on communique avec d'autres institutions, par exemple le ministère de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Donc on communique énormément avec eux parce qu'on a besoin d'intrants de leur part. Ils ont aussi besoin de données de notre part. On a des reportings qui sont remontés au ministère, etc. Et tout ça se fait de manière digitalisée. Donc oui, on communique. Mais je pense que l'aspect le plus important, c'est la communication. Oui, il faut communiquer, mais il y a aussi une grosse part d'éducation. À titre d'exemple, aujourd'hui, moi, personnellement, je me déplace jamais à Algérie Télécom ou pour payer les factures d'électricité ou d'eau. Je fais tout ça avec mon téléphone portable. Mais ce n'est pas tous
les citoyens qui font confiance à ces services en ligne et il y en a beaucoup qui préfèrent y aller en personne, qui préfèrent le faire en personne. Je comprends aussi parce que ces services, malheureusement, ils ne sont pas toujours à 100% opérationnels. C'est une réalité. Et comme je vous l'ai dit, il faut toujours être dans l'autocritique. Donc, je connais certaines personnes qui, après une ou deux expériences qui s'est mal passées, ne reviennent plus vers aucune plateforme digitale. Pas seulement la plateforme digitale avec laquelle il a eu affaire. Donc, il faut aussi beaucoup jouer sur les compétences pour être sûr que ce que nous sommes en train d'offrir comme service, il répond réellement à un besoin sur le marché. On est en mesure de tenir, on va dire, une qualité qui fait que le consommateur a cette confiance qui est plus que nécessaire dans notre travail de tous les jours. Justement, je vais vous poser la question, comment assurez-vous justement de répondre exactement aux besoins des citoyens à travers vos services? Donc, Alors, pour nous, je trouve que c'est très simple parce qu'on a un seul service. C'est un service qu'on connaît bien, c'est notre métier, on le maîtrise. Et comme je vous l'ai dit, on a passé une bonne partie de notre existence à avoir un patchwork de différentes solutions et à essayer de voir ce qui se passe. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'accueillir les gens. On a la chance de pouvoir parler avec tout le monde parce qu'on n'a pas un volume qui est aussi important, peut-être que les deux autres organismes que nous avons aujourd'hui. Donc, nous, on est en train de communiquer avec eux, on communique avec eux par défaut. Et ils reviennent très souvent vers nous pour nous dire que cette partie gagnerait à être améliorée, ou cette dernière pourrait aller plus vite, ou ils aimeraient pouvoir faire ça aussi sans se déplacer. Donc nous, on le fait avec une communication qui est directe. Parce qu'on a un volume qui est assez important. On a environ 500 ou 600 demandes de financement aujourd'hui par an. Mais quand vous avez 500 ou 600 demandes, vous pouvez communiquer. Vous avez des canaux de communication qui sont directs. Mais j'imagine que sur une plateforme comme Tedkirati, où vous avez 7 millions d'utilisateurs, comme vous nous l'avez dit, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Donc je pense que je vais les laisser plutôt eux répondre à la question. moi, j'ai envie que l'ANEM se prononce d'abord. Oui. Je voulais juste rebondir sur l'histoire de l'interopérabilité. L'interopérabilité, à vrai dire que chacun dans les institutions, chacun entre nous est en train de faire des belles choses en interne, des services pour ses clients ou ses utilisateurs, mais il y a peu, même très peu, d'interaction entre les plateformes. Ou, en quelque sorte, ça répond directement au thème de notre panel, qui est en quelque sorte les services en ligne, moteur de digitalisation. C'est-à-dire c'est que les services en ligne, logiquement, doivent induire une digitalisation des institutions. Je donne un exemple de notre service, notre plateforme d'allocation de chômage. Nous avons développé une plateforme d'allocation de chômage qui a permis à certaines institutions d'avancer dans la digitalisation. Pourquoi? Pour cette histoire d'interopérabilité et d'exiger certains standards à certaines institutions. Parce que le jeune, quand il vient chez nous pour s'inscrire pour demander une allocation de chômage, on est obligé de vérifier certains prérequis tels qu'il n'a pas travaillé ou certaines en quelque sorte, conditions sociales ou économiques. Ces informations sont disponibles ailleurs, pas chez nous, mais chez d'autres institutions. Et c'est-à-dire on a pensé, ou c'est véridique, ça ne sert à rien de créer une plateforme qui ne fait pas de contrôle, qui est là juste pour inscrire une demande d'allocation de chômage. On s'y dit, ou bien on le fait jusqu'au bout, c'est-à-dire une plateforme qui fait le process de bout en bout, ou bien ça ne sert à rien, donc il vient à l'agence s'inscrire normalement, parce qu'il n'y a pas vraiment une valeur ajoutée et palpable pour le jeune. Donc à partir de là,
avant de se lancer de développement, etc., on s'est concerté justement avec les autres institutions telles que la CNAS, la CASLANS, le CNRC, la CNR, donc pas mal d'acteurs. C'est-à-dire on s'est rapproché d'eux et on s'est mis d'accord sur un protocole de communication qui nous permet justement de faire un contrôle à distance des informations qui sont déclarées par le jeune et délivrer la réponse tout de suite au jeune. Donc, lorsqu'un jeune vient s'inscrire sur notre plateforme allocation de chômage, dans la minute qui vient, on va lui dire est-ce que vous êtes éligible ou non. Donc ça, c'est très important et c'est une avancée très importante. Et ça n'a pu se faire qu'à travers une concertation avec les autres institutions. Sinon, on devrait revenir. Voilà, tu es inscrit à l'agence, on va vérifier, etc. Donc, la question d'interopérabilité est très importante. Bien sûr, ce n'est pas facile à faire, mais il faut oser. Il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on s'en concerte pour la preuve. La plateforme d'allocation de chômage fonctionne très bien et je pense, bon, je n'ai pas des statistiques, peut-être mes amis de technique ou des statistiques, le taux de fiabilité est très important par rapport à un traitement manuel. Juste un autre point, parce que avant d'oublier, en fait, il y a d'après ce qu'on vient d'entendre, il y a une interopérabilité entre les différents organismes comme la CNAS, l'ANEM et tout. En fait, ça c'est par rapport aux partenaires organisationnels que vous avez. Mais est-ce que vous avez par exemple des canaux de communication, de récolte de feedback par rapport à vos utilisateurs? Donc est-ce qu'ils sont satisfaits par le service? Est-ce qu'ils voudront avoir d'autres options, d'autres features? Donc ça c'est important parce que l'utilisateur final c'est le citoyen justement, c'est les personnes en chômage. Et comme tout à l'heure M. Moussaoui avait mentionné que certains Algériens, certains citoyens ne font pas forcément confiance à ces services digitaux, que ce soit par culture, donc ils ne sont pas habitués à ça, donc ils sont en quelque sorte pas confiants. Il y a peut-être une certaine résistance aussi par des personnes qui ne sont pas nées dans l'ère du digital, donc des personnes plus âgées, moins connectées, donc c'est peut-être challengeant pour eux aussi. On parle de résistance en interne, donc on a des employés qui résistent au changement, peut-être parce qu'ils n'ont pas les skills, donc les compétences nécessaires pour, mais aussi les utilisateurs. Il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas forcément les compétences et pour eux, c'est difficile. Donc, est-ce que vous avez des canaux pour récolter le feedback? Parce que quand on décide de digitaliser, c'est important d'avoir l'avis et l'opinion de tout le monde. On ne digitalise pas juste pour dire on a digitalisé notre process et après on voit qu'à la fin, c'est pas efficace, ça ne répond pas exactement aux besoins. On a fait juste pour faire, sachant que la digitalisation prend beaucoup de temps à implémenter et beaucoup d'argent aussi. Ok, donc je voudrais revenir un petit peu sur l'interopérabilité et ça sera en relation avec votre question. Donc actuellement, l'État, il devrait y avoir la stratégie nationale de numérisation qui est à la charge du ministère de la numérisation. Donc avec le nouveau organisme de Muhafada Samia, Inch'Allah, peut-être c'est eux qui vont prendre le relais pour la stratégie nationale de digitalisation. Dans cette stratégie, il y aura l'interopérabilité. C'est vrai que l'ANEM s'est interconnecté avec d'autres services, mais réellement, pour le moment, je pense que ce ministère de l'Intérieur qui partage une API, spécialement pour le NIN, mais avec les organismes gouvernementaux. C'est pour éviter de demander tel ou tel document. Donc, ils ont accès directement par API au service. Mais imaginons que Redouane, c'est tous les ministères qui sont en relation, les plateformes publiques qui seront interconnectés.
juste on imagine que ندخل انا باليوزر اي باسورد تاعي في لانام مي كي ندخل في لا بلاتفورم تاع لانام j'ai tous les autres services qui s'affichent. Imaginons que j'ai mon état civil, j'ai ministère X, Y, Z, GAET, tous les services publics seront affichés. Le même on va dire, pas client, comment dire, utilisateur qui est chez ministère X, rentre sur une plateforme du ministère Y, il trouvera la même chose. Oui, un petit peu. Donc c'est portail de service, mais parce que دوكا ناخذوا مثال برك انا نحب نهضر بلي exemples. L'exemple vaut 1000 définitions. Donc عندي accès pour payer عندي accès في Algérie Télécom, عندي accès في SIAL, عندي accès في SDA, عندي accès toutes différents accès, mais chaque accès عندي un user et un password différent. C'est ça. Donc je suis obligé pour باش نخلص un service ou une information, je suis obligé de m'authentifier sur une plateforme du prestataire. Imaginons que j'aurai un seul utilisateur, un seul mot de passe qui sera protégé, qui est bien sûr, selon le dernier journal officiel où ils obligent tout le monde à utiliser le NIN, c'est le numéro 60 2023, où le NIN sera généralisé et qui est le pivot de toutes les plateformes gouvernementales. Tout le monde doit passer par le NIN. Donc, je suis protégé. On a même l'autorité de la signature numérique et de l'identité numérique qui est créée. Donc, je veux dire que le système, l'architecture basique qui permettra la bonne transition numérique et qu'on devienne un pays digital à haut niveau existe actuellement. Ils existent actuellement. Maintenant, c'est l'application des textes et des lois et se conformer à ces lois-là. Surtout la loi de protection des données personnelles par l'AMPDA, où l'agence peut contrôler, chose que peut-être je dirais les startups ou les privés, actuellement il y en a beaucoup qui sont en infraction. Il y en a beaucoup. Les données Tawana, ils sont hébergées ailleurs, ils ne sont pas chez nous. Elles n'ont pas été sécurisées, le protocole n'est pas respecté. Mais au final, Inch'Allah, il y aura des API partout qui seront partagés les privés, non seulement le gouvernemental. Parce qu'un privé, il pourrait, prenons l'État comme si c'était je sais pas, la planète, Terre, Agda, et puis les privés, ils gravitent, ils sont sur orbite, qui s'accrochent au gouvernemental, et à partir de là, ils peuvent créer des services qui accompagnent les plateformes gouvernementales, et dans la légalité, etc. Maintenant, pour revenir à la question au sujet de... En fait, est-ce que vous écoutez le citoyen pour répondre à ses besoins à travers vos plateformes? Donc le feedback, ou on va dire un feedback, bien sûr, il y a des plateformes de satisfaction où ils peuvent nous écrire, ils peuvent donner leur avis, et je vous dis qu'on a eu même... Moi, personnellement, j'ai réceptionné des gens dans mon bureau qui essayaient de me donner des idées pour améliorer un service. Oui, non, on a pris en compte. On a pris en compte le besoin parce que, certes, moi, je vois d'un angle, oui, je vois un besoin d'un certain angle, mais un utilisateur, il le voit d'une autre manière. Et dans la mesure du possible, on essaye de sécuriser ce qu'il demande et de réaliser le service dans nos plateformes. On est à l'écoute, mais c'est peu. Je ne dirais pas que on a tellement d'utilisateurs qu'on ne peut pas avoir l'avis de tout le monde. Mais il faudrait qu'ils comprennent aussi qu'il y a des protocoles à respecter. Et c'est qu'on ne peut pas faire...
pour ma part, c'était ça. Tfaddal. Question de, en quelque sorte, satisfaction, finalement. Parce que le but ou l'objectif final, c'est de satisfaire notre client ou notre utilisateur. Bien sûr que c'est important de collecter le feedback, mais on ne va pas se cacher la voile. Ce process il existe, mais il n'est pas systématique. Bon, peut-être que nous avons de la chance d'accueillir et recevoir tous les jours nos utilisateurs et nos clients. Et c'est toujours une occasion de poser des questions et un peu voir quel est leur feedback par rapport au service qu'on propose. Mais comme je l'ai dit, je vous ai dit, ce n'est pas vraiment un process systématique qui permet de collecter, analyser et faire des recommandations par rapport à ça. Nous profitons aussi des événements comme celui-ci pour écouter, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent à notre stand et nous parlent un peu de nos services et en quelque sorte s'il y a des lacunes ou des améliorations à faire. Mais c'est peu, c'est pas assez. Il faut qu'il soit vraiment un process standard, systématique, qui permet d'entrer dans un cycle d'amélioration continue. Et c'est ça qui va améliorer la qualité de produit et permettre en quelque sorte une amélioration pérenne, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas ce système justement peut-être d'amélioration continue? L'organisation. Il faut que vraiment l'organisation suit. Par exemple, le FLANEM, on n'a pas. Peut-être il y a une réflexion dessus, mais pour le moment, on n'a pas un département ou là une structure qui permet d'assurer la qualité qui va faire le travail. Je pense que c'est un must. Il faut qu'on le fasse pour assurer un niveau d'amélioration continue de qualité. Excellent. En fait, en parlant de data, comment votre organisation gère-t-elle justement la sécurité des données, la confidentialité des informations des citoyens dans le cadre de la numérisation des services publics? Surtout là. En fait, côté sécurité, comment votre organisation gère l'aspect sécurité et confidentialité des données des citoyens, de vos utilisateurs? Bon, comme la réglementation l'exige, donc notre institution, je pense que pas mal d'institutions le font en quelque sorte, on doit assurer un niveau de sécurité et de confidentialité des informations personnelles et on met en place les procédures et les outils nécessaires pour assurer cette sécurité. Mais à vrai dire, que sur le plan technique, je ne parle pas de le plan procédural, et sur le plan technique, l'aspect sécurité coûte cher. Et comme on le sait, pour les institutions publiques, les procédures et les procédures d'acquisition ou les procédures pour avoir des solutions de haut niveau de sécurité coûtent cher et ça prend beaucoup de temps. Mais quand même, bien entendu, dans le process de digitalisation dont j'ai parlé tout à l'heure, donc il y a plusieurs compartiments et la partie sécurité est une partie très importante dans le process. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir à digitaliser un process ou à digitaliser une institution en négligeant la partie sécurité. Donc ça doit être en quelque sorte une partie intégrante de ce process. Beaucoup de choses ont été faites, mais il y a beaucoup de choses aussi à faire aussi dans ce sens. Donc entre ce qui doit être fait et ce qui est fait, il y a quand même un gap, je dirais. C'est que pour la sécurité des données, etc., il y a le projet du data center gouvernemental qui devrait prendre forme, qui a été décidé à un bon moment, qui devrait prendre forme sûrement dans les mois à venir.
assurer la sécurité, c'est d'avoir ses données chez lui et d'avoir toutes les sécurités firewall, etc. Bon, c'est beaucoup plus technique qu'il en faut, mais il a souligné, mon collègue, c'est que ça coûte énormément d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent et ça a besoin, c'est pas que équipement, mais il faudra investir sur l'élément humain aussi. Quand on prend des experts en sécurité qui ont une rémunération très très importante, qui sont demandées de part et d'autre dans le monde, ils ne peuvent pas être à la disposition d'un organisme public. On ne se cache pas. Ce n'est pas avec 40 000 dinars par mois d'un ingénieur que vous allez sécuriser un data center public. Donc, là, on passe au manager de service. Et là encore, c'est pour les organismes qui ont les moyens et qui peuvent alléger la procédure d'acquérir et de signer un tel contrat. Donc, là où j'étais, on a conçu notre propre data center, carrément, avec les dernières technologies, mais il faut se dire que c'est 24 mois, 3 ans maximum, armé عليك وتجيب جديد. ما تحوش تفهم. Et puis, payer des licences à 12 millions de dinars l'âme, et puis tu es en redondance, enfin, ouais, c'est à 24 millions de dinars. Rien que la licence pour 3 ans ou 2 ans, ça dépend de l'équipement. Ce qu'on a, ça coûte cher. Et avoir celui qui travaille dessus et configure et intervient, etc., c'est pas facile. Donc on fait de notre mieux, Inch'Allah, qui compte le data. Bon, il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi, on a Algérie Télécom qui est leader dans tout ce qui est, il a acquis des solutions de sécurité assez importantes dans l'anti-DDoS, etc., que tout le monde a besoin actuellement vu les attaques qui se font. À un moment donné, le top 10 des pays attaqués sur le net. Et en mois de juillet 2022, on était number 4 fort. On était le 4e pays attaqué au monde. Carrément, c'est les statistiques de Kaspersky Sécurité. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est des sites qui détectent, etc. Donc, on ne joue pas avec la sécurité et faire le nécessaire. Peut-être qu'il est mieux placé parler techniquement sur tout ce qui est sécurité. Justement, la question qui se pose, là, ça coûte cher, on a besoin d'expertise et tout, mais c'est une priorité, justement. La sécurité de nos données et des données de nos utilisateurs. Donc, je pense qu'on ne devrait pas... C'est vrai qu'économiquement parlant, donc financièrement parlant, on doit prendre en considération cet aspect-là, mais c'est une priorité quand même qui doit être... qui est prise en compte à l'ASF. Comment est-ce que vous gérez l'aspect sécurité? Alors nous, comment on gère l'aspect sécurité actuellement? C'est assez simple. Donc tout ce qui se fait en dehors de l'Algérie, tous les outils qu'on utilise, qui sont utilisés en dehors de l'Algérie. Alors pour ce qui est de tout ce qui est données personnelles, nous on anonymise toutes les données quand on utilise des plateformes qui ne sont pas hébergées en Algérie ou qui ne nous appartiennent pas. Pour ce qui est de ce qui nous appartient, donc notre site web il est hébergé en local et l'hébergeur s'occupe d'une partie de la sécurisation. Nous, on s'occupe d'une autre partie. Pour l'instant, ça va parce que c'est une partie qui est assez mineure. Mais pour le reste, le plus gros de nos données, on préfère les héberger. Donc, on les a en intranet. Donc, on est sur un réseau intranet qui est assez sécurisé. Je ne dirais pas lequel. Donc, c'est celui qu'on utilise principalement. Mais le plus gros de la sécurité, je pense, et c'est quelque chose qu'on fait, c'est de sensibiliser les gens avec qui on travaille. Donc, pour ce qui est des employés de l'ASF, on fait assez régulièrement des petites formations et des formations qui sont propres. Par exemple, quand on a un nouvel employé qui arrive, il y a une petite formation qui est propre aux nouveaux employés. Parce qu'il faut savoir que nous, on reçoit beaucoup de tentatives de phishing, on reçoit beaucoup de choses de ce type-là. Donc il faut apprendre aux employés à ne pas ouvrir n'importe quel fichier, à vérifier la provenance du mail,
Par exemple, quand on a un front office et qu'on a une unité centrale qui fait face aux clients, il faut que les ports soient complètement débranchés parce que parfois vous pouvez avoir... C'est quelque chose que je vois quand par exemple, quand je vais dans des banques, parfois vous avez des ports USB qui sont ouverts, qui sont juste en face du client. Si vous avez quelqu'un juste avec un flash disk qui introduit donc un virus, ça peut très vite devenir très compliqué. Donc, nous, pour l'instant, c'est ce qu'on fait, mais pour le futur, quand on va avoir une plateforme ou un volume qui est plus important, je pense qu'on va s'orienter vers des prestataires de services pour ce qui est de la sécurité. Parce que nous, on préfère se concentrer sur notre métier de corps, qui est les finances. Et je pense que quand on arrive à externaliser avec de bons partenaires, même au niveau du coût, c'est beaucoup plus intéressant. Justement, par rapport à l'externalisation de ces services-là, en fait, qu'est-ce qu'il en est? Donc, on a cette impression que le secteur public, il est quand même renfermé sur lui-même, qu'il préfère développer ses solutions par lui-même. Donc, alors que parfois, c'est pas son cœur de métier. Chaque organisation a ses priorités. Donc, ça sera plus facile justement d'externaliser ces services-là et faire appel à des sous-traitants du secteur public ou privé aussi. Donc, Exactement, que le secteur public est un peu renfermé sur lui-même, dans le sens où il y a beaucoup de procédures, beaucoup de textes qui régissent un peu le secteur public et l'empêchent à collaborer ou s'ouvrir au monde extérieur d'une manière plus ou moins facile. Donc, mettons-nous dans le contexte public, parce que pour les privés, c'est plus ou moins simple. Pour la sécurité, c'est pas son métier. Le cloud, je peux créer mon site, avec le service de cloud qui s'en occupe de tout ce qui est... Nous, au niveau de service public, on ne peut pas aller au cloud. On ne peut pas faire de l'infogérance. Donc, il y a deux solutions. Ou bien créer notre propre plateforme, si on a les moyens, c'est-à-dire créer notre propre environnement. Et là, ça coûte très très cher, que ce soit sur le plan matériel ou des softwares, ou bien aussi sur la partie ressources humaines, comme l'a indiqué tout à l'heure notre ami. Donc, c'est presque impossible de payer des ingénieurs seniors en sécurité au niveau de... Donc, la solution, c'est peut-être la mutualisation. C'est-à-dire que certaines institutions se regroupent pour créer des plateformes mutualisées. Et là, peut-être, on pourra se permettre d'acquérir des solutions sécurisées et qui va bénéficier à pas mal d'institutions qui n'ont pas le moyen. Et en même temps, avec les solutions mutualisées auxquelles on peut recruter des ressources humaines de qualité et des ressources humaines expertes dans le domaine, surtout de la sécurité. Voilà, donc externaliser, je ne pense pas que c'est une solution immédiate au moins pour le service public. Créer ou en quelque sorte sur fonds propres des plateformes sécurisées, c'est problématique aussi, parce qu'on ne peut pas se permettre peut-être l'investissement, oui, mais le coût d'exploitation derrière aussi. Le coût d'exploitation est très important. Peut-être la solution à mi-chemin, mutualisée entre les institutions. Justement, pourquoi cela ne se fait pas actuellement? Qu'est-ce qui freine pour mutualiser les efforts Voilà, donc ce qui manque, c'est la vision globale, c'est la stratégie. Peut-être la création au commissariat de digitalisation va dans ce sens, justement, de mettre en place des stratégies qui vont permettre de créer des clusters ou des clusters, en quelque sorte, ou des plateformes qui peuvent être utilisées par pas mal d'institutions. Donc, pour le moment, on manque de visibilité stratégique. Donc, chaque institution applique sa propre stratégie, mais pas une stratégie globale. Tout à l'heure, monsieur Chérifi, vous avez parlé d'une commission, une
comité, en fait, est-ce que l'un de ses rôles, c'est justement de travailler sur cette vision globale, stratégie commune? Sur le devenir de la digitalisation en Algérie dépend actuellement du Haut Commissariat de la numérisation. Il faut se dire, on se met d'accord, le gouvernement... Pardon, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Ce commissariat est composé de qui? D'experts? Pour le moment, Monsieur le Président de la République a nommé Madame la ministre de la numérisation comme présidente du Haut Commissariat. Sans plus, actuellement, il n'y a que les missions qui sont publiées. Et parmi les missions qui ont été publiées, c'est de gérer tout ce qui est numérique, et digital et politique de l'État dans cet axe-là. Quand le gouvernement il a différentes instances qui sont quelque part sur le même pied d'égalité, et puis ministère X, Y, Z, tout le monde danse sa musique avec sa musique comme il peut. Mais actuellement, et là, aucun ministère ne pouvait obliger un autre de faire quelque chose dans le sens de mutualisation, etc. Sauf le MDN, qui a les prérogatives avec la direction de cybersécurité, qui fait des audits au niveau de tout ce qui est étatique et privé, et qui régule et contrôle un petit peu le cyberespace algérien et tout ce qui est attaque, etc. Maintenant, avec cette autorité qui dépend directement du président de la République, donc il y a une certaine souveraineté sur les autres organismes, donc ils peuvent quelque part obliger et diriger tout le monde vers une idée qu'ils vont converger sur le schéma directeur qui sera établi. Donc là, on avancera peut-être 50 fois plus vite qu'avant. Tel organisme يغني بالجافا, l'autre يغني بسي بلس, l'autre يغني كل واحد باللونغاج تاعو. ومن بعد mutualiser كما قلتي, هذا راهو système تاعو il utilise tel logiciel de VMware, l'autre il utilise une autre technologie, etc. Donc même la possibilité de mutualiser et de partager les ressources, elle n'était pas claire et elle ne pouvait pas s'appliquer. Elle ne peut pas s'appliquer actuellement. Moi, je tourne, pour faire simple, un Android Windows 98, هو يسحق XP والآخر يسحق Windows Server. ما نقدرش نبرجيه لعندي, ما نقدرش نعطي له les ressources, etc. Donc ما كناش ما يتفاهموش quelque part. Mais je vois que le côté mutualisation des ressources et schéma directeur et data center gouvernemental et agence de cyberdéfense et école de cyberdéfense, etc. Honnêtement, je dis qu'on est en train d'avancer dans le bon sens. Actuellement, 6 mois les fatos, là, je pense qu'il y aura une avancée énorme dans le côté digital et services digitaux publics. Inch'Allah, ça va s'ouvrir pour le privé aussi. Voilà. Question par rapport aux défis rencontrés par chaque organisation lors de la digitalisation de ses services ou de ses services, enfin en interne, donc des activités support, ou est-ce que vous avez des défis bien précis qui vous ont freiné à un certain moment? Comment est-ce que vous avez pu les surmonter? Peut-être il y a parmi nous des personnes intéressées, peut-être des entrepreneurs qui songent à la digitalisation mais qui hésitent quand même. Donc peut-être ça va être bénéfique pour eux. Alors, je vais un petit peu en même temps répondre à cette question. En même temps revenir sur tout ce qui est externalisation. Donc, comme l'a dit
l'intervenant, oui, c'est très compliqué aujourd'hui pour le secteur public d'avoir des compétences dans le digital, surtout quand on propose des salaires de 40 000 dinars qu'un freelanceur peut se faire en moins d'une journée s'il travaille avec des clients européens. C'est très très compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs démarches qui ont été entreprises dans ce sens-là pour faciliter ce genre de choses. Nous, par exemple, à Algerian Startup Fund, on est un petit peu chanceux parce que nous ne devons pas répondre au marché public, au code des marchés publics. Donc, il ne s'applique pas à nous parce que nous ne sommes ni une EPIC ni une EPE. Nous sommes une entreprise dont les 6 actionnaires sont une EPE. Donc, nous, on a une procédure des marchés qui est en interne, qui est validée par notre conseil d'administration. Mais par exemple, aujourd'hui, le code des marchés publics, il prévoit la possibilité de faire appel à une start-up quand notre besoin est innovant. Parce qu'il y avait cette difficulté. Nous, on a des start-up dans notre portefeuille qui répondent à des appels d'offres et qui sont le seul qui répond, la seule entité qui va répondre, la seule entreprise qui va répondre. Et le code des marchés publics exige qu'il y ait au moins 3 réponses. Donc, c'était une très grosse complication. Aujourd'hui, le code des marchés publics permet aux organismes publics de directement faire appel à des start-up via gré à gré. Quand le produit dont ils ont besoin est innovant, il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché qui peuvent le faire. Donc ça, c'est une première facilité. Une deuxième facilité, c'est la possibilité de faire appel à des freelanceurs. Donc le statut d'auto-entrepreneur, il a été annoncé, il a été voté. Maintenant, c'est l'autorité qui s'occupe de ça qui est en train d'être créée. Je pense que d'ici la fin d'année, tout sera acté et les entreprises pourront aussi faire appel à des auto-entrepreneurs de manière tout à fait légale. Juste pour rebondir sur l'idée d'auto-entrepreneur, c'est une solution aussi qui va permettre aux institutions publiques ou aux entreprises publiques de résoudre pas mal de problèmes où ils ne peuvent pas avoir les compétences en interne nécessaires pour résoudre ces problèmes. Donc c'est une voie aussi qui s'ouvre aux entreprises d'utiliser ou de faire appel à ces auto-entrepreneurs pour des problèmes compliqués où on ne peut pas recruter des compétences sur ce sujet. Je pense qu'on devrait passer la parole au public pour voir justement s'ils ont des questions dans ce sens-là, s'ils ont something to add, donc quelque chose à rajouter peut-être. Des questions ? Revenir à la question d'interopérabilité, parce que c'est important. Bon, on a parlé de la problématique de la sécurité, c'est question vitale. On attend beaucoup, en quelque sorte, de haut commissariat de numérisation pour mettre en œuvre des stratégies pour la mutualisation, pour le data center gouvernemental, etc., mais aussi pour mettre en place ce qu'on appelle les UDI. Donc, c'est les protocoles d'interface entre les institutions, et c'est ça qui va permettre, en quelque sorte, de digitaliser des process de bout en bout. Donc, la question d'interopérabilité ne peut pas se résoudre d'elle-même. C'est-à-dire, ce n'est pas en se concertant avec une ou deux institutions qu'on va résoudre le problème. Il faut vraiment quelque chose de plus haut niveau, de stratégique, qui va imposer des standards d'interconnexion entre les différents acteurs étatiques. Vous aviez quelque chose à rajouter ? Je vais poser une question pour les deux messieurs parce que vous avez abordé les startups. Là, les entreprises publiques pourront justement faire appel aux startups gré à gré, pas besoin de passer par le marché, le code du marché public.
Donc ça va simplifier pas mal de choses pour ces startups parce que c'est compliqué pour une nouvelle entreprise qui démarre justement de répondre à tous les critères. Donc, mais est-ce que les entreprises publiques vont justement faire appel à ces startups, faire confiance à ces startups-là en leur donnant des missions et des responsabilités par rapport à tout leur process de digitalisation? C'est une question que je vous pose. Il y a certaines entreprises qui sont plus ou moins réticentes par rapport à ça, des entreprises publiques, et qui préfèrent faire appel à une entreprise assez connue, même parfois étrangère, que faire appel à une entreprise algérienne ou une start-up encore algérienne. Il faudra dire juste, je précise, c'est que le code de marché a été changé ou additif. C'est que les startups vont passer par le code de marché. Maintenant, c'est une partie du code des marchés qui stipule que la startup pourrait avoir un gré à gré, etc., alors qu'ils étaient exclus avant. Ça, c'est le ministère de l'économie et des startups qui a amendé cette loi et qui a réussi à changer le code des marchés. Maintenant, oui, je dirais que les startups auront l'occasion d'avoir beaucoup de marchés publics. Mais s'ils font leurs preuves, parce que c'est pas facile aussi de... Peut-être c'est du cas par cas selon les cahiers des charges établis par les institutions publiques. Est-ce qu'ils répondent ou ils ne répondent pas au cahier des charges? C'est tout. Justement, qui va donner à la start-up sa première chance pour faire ses preuves? Non, mais je pense qu'il faut sortir un peu de la logique d'assistanat, en quelque sorte. Donc ici, c'est aux start-up de prouver qu'ils peuvent apporter des solutions. Bien entendu, l'entreprise publique ne va pas en quelque sorte s'en priver. Donc la question doit être inversée en quelque sorte. Oui, le texte lâche plus de chances aux startups pour acquérir des marchés, mais il faut aussi que le startup prouve sur ses compétences et prouve qu'elle peut résoudre les problèmes de l'entreprise. Donc il ne faut pas attendre que c'est l'assistanat comme ça. Donc vous êtes là, je suis là pour vous aider. Alors, pour répondre au nom de la SFUI, nous c'est ce qu'on fait. On fait appel à des startups, parfois qui sont dans notre portefeuille, parfois pas nécessairement. Donc on donne toujours priorité aux startups parce on connaît leur potentiel. Et je pense que beaucoup de dirigeants d'entreprises publiques ont compris le potentiel des startups, ont compris la force des startups. Et je pense que ce seront les entreprises publiques qui sauront profiter de cette chance, parce que cette modification sur la loi, c'est une chance. C'est pas un fardeau, c'est pas un obstacle. Je pense que celles qui sauront profiter de cette chance d'une jeunesse qui est parfois plus innovante, qui a l'occasion d'être plus innovante que ce qu'on retrouve généralement dans les entreprises publiques. Donc je pense que ces entreprises publiques qui vont pouvoir saisir cette chance, elles vont être très chanceuses, elles vont pouvoir avoir un avantage qui est très bien pour le marché. On a des exemples concrets, on a des assurances publiques, on a des banques publiques qui font appel à des startups aujourd'hui. On a même Sonatrach qui fait appel à des startups aujourd'hui sur certaines problématiques, dont des startups qui sont dans notre portefeuille. Et je pense que, après, oui, ce n'est pas toutes les entreprises publiques qui vont le faire, mais je pense que celles qui le font vont avoir raison. Une longueur d'avance. Excellent. Parce qu'on parle de résistance au changement, je dirais que même par rapport aux startups, il y aura une certaine résistance dans le secteur public, dans certaines entreprises, de faire appel justement à des jeunes. Justement, la résistance ne pourrait pas y être s'il remplit les conditions des cahiers de charges. Il a quand la start-up retire son cahier des charges, elle est avantageuse. Primo, de facto, je sais que côté pécunier, facturation, etc., ils seront les moins de 10 ans. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a les marchés, le mieux 10 ans ou moins 10 ans, favoriser la qualité par rapport au prix, etc. Là, les startups devraient grignoter un petit peu une part de marché public. Ils vont grignoter, c'est clair.
Mais qui m'a dit, il n'est pas là, la start-up n'est pas là pour prendre l'argent et se casser. Est-ce qu'il pourra résister pendant 3 ans? Est-ce qu'il يقعد عامين 3 سنين يسير بيه هذاك السيرفيس اللي مخلص عليه? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui va garantir qu'il ne va pas mettre la clé sous la porte, etc. C'est difficile, mais c'est une chance énorme qui sont introduits dans le marché public, qu'ils en profitent, qu'ils sachent comment s'y prendre pour avoir le marché dans toute la légalité qu'il faut et avec l'arsenal juridique qui les protège. Excellent. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Bonjour, je vous remercie pour l'échange, c'était pertinent. J'avais juste une question par rapport à l'aspect disponibilité. Vous avez parlé de l'aspect sécurité, mais en sollicant, vous n'avez pas invoqué la partie disponibilité. Vous m'entendez? Voilà. Pour la partie disponibilité des ressources. Est-ce que vous pouvez juste approcher votre micro parce qu'on n'arrive pas à vous entendre? Merci. La partie disponibilité des ressources. Par exemple, je peux développer un système qui est accessible par 1000 utilisateurs. Mais si j'aurais un accès de 100 000 utilisateurs, ça bug, ça plante. Par exemple, l'inscription au bac. Je ne peux pas, par exemple, louer des ressources une année pour une seule nuit ou, je ne sais pas, pour 4 heures. Donc, oui, la partie disponibilité de ressources. Si on parle de solution du big utilisateur, donc il faut prévoir la partie disponibilité, pas uniquement la partie sécurité. Donc, comment vous gérez cette partie? Si vous, par exemple, donnez la chance aux prestataires externes, donc je peux louer des ressources pendant 24 heures ou bien 48 heures. Sinon, si je ne peux pas faire des prestations externes, donc j'achète la ressource, c'est très coûteux pour 24 heures dans l'année. Donc, comment vous voyez la chose et la partie de disponibilité? Merci, c'est une très bonne question. C'est vrai, une institution, comme on l'a dit tout à l'heure, l'institution publique n'a pas un budget ouvert, donc elle ne peut pas investir sur des événements éphémères, en quelque sorte, pendant l'année ou là. Donc c'est un investissement à la moyenne. Et il se trouve que pendant l'année, il y aura des événements où on demande beaucoup de ressources, où il y a des pics. C'est une opportunité pour les startups, pour qu'on puisse faire appel à eux pour résoudre ce genre de problème. Oui, vous avez raison. Donc, l'investissement ne peut pas se faire pour des pics. C'est en quelque sorte parce qu'on n'a pas les moyens. Et même si on a les moyens, c'est pas économique pour investir autant d'argent pour une journée ou deux pour l'année. Donc, pourquoi pas il faut que justement les startups proposent ce genre de solutions. Il faut répondre aux véritables problèmes de l'entreprise. Donc, c'est une opportunité pour les startups pour se positionner, pour résoudre ce genre de problème, c'est-à-dire permettre à l'entreprise une scalabilité de son infrastructure et répondre aux besoins de ressources pendant la période. Donc oui, je vous rejoins sur ce point-là. Je pense que le statut de l'auto-entrepreneur aussi, une fois appliqué, va énormément aider dans ce sens-là. Exactement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'auto-entrepreneur peut aussi résoudre ou peut apporter des réponses à l'entreprise où elle ne peut pas se permettre de recruter des compétences ou là. Donc oui, je pense aussi que la solution va permettre à l'entreprise d'avoir des solutions de qualité tout en quelque sorte ne pas avoir à recruter des compétences. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
peut-être un point que nous n'avons pas abordé qu'on pourra traiter Atlas. Bonjour tout le monde. J'aimerais bien savoir le taux d'intégration ou le degré d'intégration de l'intelligence artificielle dans le process de la digitalisation. Merci. L'IA, donc l'intelligence artificielle, maintenant qui avance très vite et qui a pris le dessus sur tout ce qui est classique, automatisation, etc. Bien sûr que si on voudra avancer, il faudra intégrer de l'intelligence artificielle. Mais dans le service public, pour le moment, je dirais qu'elle n'a pas été intégrée actuellement, faute peut-être que le secteur privé n'est pas impliqué. Quand il n'est pas impliqué dans le service public, je sais qu'il n'y a pas de profit. Pour le public, il n'y a pas de profit en intégrant l'IA, où il n'y a personne qui pourra faire les intégrations nécessaires, où le privé ne comprend pas le métier du public. Donc, il ne peut pas fournir une IA spécialement pour améliorer automatiser tel ou tel service. Parce que le métier est arfouche. Mais par contre, dans le futur, avec l'intégration des startups dans le code des marchés, peut-être là, il y aura des instances publiques qui seront demandeurs d'un service intelligence artificielle pour faciliter quelques process. Peut-être même écourter plusieurs procédures administratives par une IA. Je pense, pour ma part, c'est ce que je pense. Je pense que la plus grosse problématique pour ce qui est de l'IA, c'est surtout les données. Donc on a très peu d'entreprises publiques qui disposent, ou d'entreprises de manière générale en Algérie, qui disposent de la quantité de données nécessaire pour pouvoir entraîner un modèle qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'actuellement, peut-être que les opérateurs de téléphonie mobile, Jay-Z, Ooredoo et Mobilis, sont les plus gros acteurs qui peuvent disposer d'assez grandes données pour faire appel à ce genre de décision. C'est quelque chose qu'ils font depuis très longtemps. Moi, à titre personnel, en 2019, mon projet de fin d'études, c'était avec Jay-Z et j'utilisais l'intelligence artificielle. Je pense que Jay-Z, c'est les plus gros acteurs en termes d'intelligence artificielle parmi les trois. Je sais que Ooredoo le fait également et je pense que Mobilis, ils le font un petit peu moins. Nous, ce qu'on fait au niveau d'Algerian Startup Fund, nous n'avons que 3 ans d'existence et on ne dispose pas encore d'assez de données pour le faire. Mais on est en train de préparer toutes nos solutions aujourd'hui. Ils ont une architecture qui va permettre l'utilisation de l'intelligence artificielle au futur. On utilise des langages qui sont compliant avec l'intelligence artificielle. Il y aura une assez petite simplicité. Par exemple, le plus gros du back-end qu'on est en train de faire actuellement, on va le faire en Python, justement pour un petit peu faciliter ça, parce qu'après, vous avez beaucoup de bibliothèques qui peuvent vous permettre de faire ça assez facilement. Donc, il faut avoir la vision stratégique d'utiliser l'IA dans le futur. Nous, typiquement, ce qu'on veut faire dans le futur, c'est prévoir, en fonction des indicateurs dont on dispose, ou en fonction du bilan d'une entreprise, ses performances dans le futur. Donc ça, c'est une problématique qui nous parle. Et on est en train de travailler dessus, mais on est en train de travailler en amont. C'est un travail de préparation parce qu'on n'a pas encore les données nécessaires. Par contre, l'IA pourrait intervenir, et ce qui est intéressant pour le public, c'est bien sûr la prise de décision, c'est la gestion des BI. Donc tout ce qui est business intelligence. Là, si vous arrivez à fournir une IA qui pourra interpréter et prédire, entre parenthèses, des résultats, je dirais que moi je serais preneur. Je veux aussi répondre par rapport à cette question d'utilisation de l'IA. Donc on n'a pas parlé des projets futurs, mais un des projets futurs de l'ANEM, justement,
c'est d'intégrer cet aspect de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas parce que c'est la mode, mais parce que ça va résoudre un problème à l'ANEM. Actuellement, l'ANEM, nous avons des procédures qui permettent à un utilisateur de s'inscrire à l'agence en ligne ou là, et il reste dans le vivier jusqu'à ce qu'il trouve une offre d'emploi qui correspond à son profil. Et des fois, il peut attendre plusieurs mois ou peut-être une année ou plus, peut-être pour qu'il trouve l'emploi qui correspond. Et le problème qui se pose, c'est son employabilité. Et pendant ce moment-là, il doit contacter un conseiller au niveau de l'agence. Il faut qu'il aille à l'agence pour que le conseiller lui trace un plan d'action pour améliorer son employabilité. Donc notre idée, c'est dans le futur proche, Inch'Allah, d'intégrer l'aspect d'intelligence artificielle et à partir de ce qu'il y a dans le marché et les opportunités et son profil, on pourra, avec une certaine intelligence, de proposer les actions qui vont permettre d'améliorer son employabilité. Et bien entendu, on va se baser sur un gisement de données. Dit tout à l'heure notre ami, que sans la data, on ne peut pas appliquer. Et heureusement, fort heureusement, l'ANEM dispose d'une base de données très importante, 6 millions ou plus de demandeurs d'emploi, ensuite, et des emplois, etc. Et avec un historique donné d'empirique. Et c'est ce qui nous a encouragé d'aller vers cette... et ce n'est pas l'effet de mode. Merci beaucoup sur ces perspectives futures. Nous arrivons à la fin de notre panel. J'espère que c'était bénéfique pour notre chère audience. Et merci beaucoup pour votre intervention et votre partage. Merci. Excel Expo, the biggest e-commerce expo in Africa.